des architectes paysagistes. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Sur l'éperon rocheux du Cap Mortola, le jardin de Hanbury compose à lui seul un paysage à couper le souffle. Dans le climat méditerranéen, la splendeur des jardins botaniques du XIXe siècle se marie aux espèces exotiques importées du monde entier. Entre Menton et Vintimille, ce site classé protège le littoral italien sur près de 6 km. Au milieu du XIXe siècle, le Britannique Thomas Hanbury et son frère Daniel, issus d'une famille de botanistes, font l'acquisition du domaine. Tous les deux sont élevés dans la philosophie des Quakers, une communauté qui enseigne l'amour et le respect de la nature dès l'enfance, à travers les sciences botaniques. Ici, Thomas Hanbury va réaliser un rêve: acclimater et collectionner des végétaux venus du monde entier. Il agrandit la villa et le domaine, qui s'étend sur plus de 18 hectares, devient sa résidence principale. Mauro Mariotti est l'ancien directeur du jardin. Mauro, comment Thomas Hanbury va-t-il découvrir son domaine ici sur le Cap Mortola ? En 1867, Thomas Hanbury rentre de Chine, où il a fait fortune comme marchand. Il recherche un lieu pour s'installer. Il souhaite vivre dans un climat tempéré, parce qu'il a des problèmes de santé, des problèmes respiratoires. Son frère lui conseille la côte entre l'Italie et la France. En bateau, entre Menton et Vintimille, il repère ce cap, le Cap Mortola. C'est un lieu où il pense pouvoir créer quelque chose d'extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il découvre quand il arrive devant le Cap Mortola ? Du Cap Mortola, il repère instantanément le vallon du Rio Sorba, un vallon très vert avec de l'eau, qui se trouve à côté d'une zone qui n'était pas encore les jardins d'aujourd'hui, mais une zone où les chèvres sont en pâturage. À l'époque, cette zone est particulièrement nue, presque déserte, très ouverte, avec une villa, une bâtisse assez petite. Le Cap Mortola avait déjà une longue histoire, remontant à l'époque des Romains, où il y avait déjà une implantation humaine, puis à l'époque des croisades. Mauro Thomas Hanbury avait cette tendresse pour le territoire, cette tendresse pour la nature, cette éthique aussi vis-à-vis de ce territoire agricole. Thomas Hanbury, à peine arrivé, tombe amoureux de ce site. Il construit ici un exemple pour toute la région, autour de la culture des fleurs.
Le jardin botanique de Hanbury descend sur la pente du cap Mortola qui plonge dans la mer Méditerranée. Il est traversé à l'horizontale par la voie romaine au sud et au nord par une des plus grandes pergolas d'Europe. Un premier axe vertical, l'allée des cyprès, relie la villa et le mausolée mauresque à la mer. L'escalier aux amphores, prolongé par la New Vista Avenue, distribue le petit temple des 4 saisons, la fontaine de la sirène et celle du dragon. Les nombreuses parcelles plantées et les terrasses agricoles restaurées accueillent différentes collections botaniques. Entre le haut du jardin et la mer, le dénivelé de près de 100 mètres est spectaculaire. Cette pente permet l'implantation d'espèces très différentes, selon qu'elles nécessitent un sol plus ou moins sec et un ensoleillement plus conséquent. Elena Zappa est botaniste, responsable de l'herbier du jardin. Elena, depuis toujours, la trame agricole, les formes agricoles ont inspiré les formes de jardin. Ici, dans les jardins de Hanbury, plus qu'ailleurs, puisqu'une grande partie des terrasses agricoles ont été conservées. Sir Thomas avait acheté ce domaine agricole pour le transformer en un jardin d'acclimatation. La partie la plus haute était organisée en terrasse, car la pente y est raide, alors que la zone en dessous de la voie romaine est une plaine. Là où nous sommes, il est encore possible de voir très clairement la trame agricole avec les terrasses qui ont été préservées, ainsi que les oliviers toujours présents. Thomas Hanbury gère ce domaine autant comme un jardin que comme une exploitation agricole. Avec les olives, il produit l'huile qui est ensuite utilisée par la famille, voire même vendue en Angleterre. Dans la plaine, il cultive les arbres fruitiers, en particulier des agrumes, que l'on envoie également en Angleterre, ainsi que la vigne avec laquelle on fait du vin. Cependant, s'il maintient la structure agricole aux abords du jardin, il introduit au centre des plantes exotiques. Pour leur laisser davantage d'espace, il réaménage en pente cultivable les terrasses initialement plantées d'oliviers. Et puis Thomas Hanbury ne va pas se contenter de conserver cette trame agricole. Il va aussi composer, orchestrer, dessiner son jardin, notamment avec des grands axes qui filent dans la pente. C'est exact. Parmi les axes horizontaux, certains étaient déjà présents, comme ceux créés par la voie romaine, ou encore la longue pergola qui relie la villa à un point de vue panoramique sur Ventimiglia. Perpendiculairement à ces axes horizontaux, seront ajoutés d'autres axes, comme par exemple celui que l'on voit juste en face de nous, l'escalier aux amphores. C'est un axe visuel important qui fut réalisé par Ludovic Winter, un paysagiste allemand recruté par Thomas Hanbury comme chef jardinier, mais aussi comme architecte concepteur. Un des critères adoptés pour la disposition des collections est la géobotanique. Il s'agit de composer des parcelles avec des espèces provenant d'une même région. Thomas et Daniel Hanbury, botanistes confirmés, étaient également des pharmaciens et s'intéressaient à l'expérimentation de la culture des plantes médicinales. Thomas, asthmatique, recherchait plus particulièrement les végétaux aux vertus thérapeutiques pour l'appareil respiratoire.
Les deux frères ont ainsi importé d'Australie les graines d'arbres aujourd'hui centenaires comme le Melaleuca ou arbre à thé ou l'eucalyptus. Daniel Hanbury, passionné par les plantes grasses, enrichit le jardin de cactées et de succulentes. Il les fait venir de jardins botaniques anglais, allemands, de l'Afrique du Nord et des États-Unis. Ces collections ont fait la réputation du jardin. Alessandro Guigi, spécialiste des cactées et docteur en botanique à l'Université de Gênes. Les succulentes sont des plantes qui appartiennent à environ une cinquantaine de familles. On les appelle succulentes car leur chair est faite d'un suc particulier qui garde l'eau et qui peut se trouver soit dans la feuille, comme dans le cas présent, soit au niveau de la racine, soit au niveau de la tige. Nous avons là un aloe. Ils sont très connus dans le domaine de la cosmétique ou pharmaceutique. Dans le cas où vous auriez par exemple des petites brûlures ou des irritations sur le bras, vous pouvez utiliser ce type de gel. Je vais vous en étaler sur le bras et vous sentirez un apaisement. L'aloe est utilisé un peu partout, dans beaucoup de produits. Alors, quelle est la différence entre l'aloe et l'agave? Là, on a une agave. Comme nous pouvons le voir, l'aloe présente un tissu très charnu et peu fibreux. Si je coupais un peu de ce magnifique agave, vous verriez que ces tissus sont très fibreux. Sa fibre peut être utilisée pour fabriquer des tissus très résistants. Par ailleurs, les agaves monocarpiques ont la caractéristique de ne fleurir qu'une fois dans leur vie, tandis que les aloès fleurissent généralement tous les ans, au printemps, en été ou même en hiver. Dans un désert caractéristique, comme le désert mexicain, nous avons majoritairement des formes sphériques, comme par exemple ce phérocactus, ou bien comme celui-là, qui est en train de fleurir. Puis nous avons les formes colonnaires. Elles sont différentes. Les sphériques ont ce qu'on appelle une croissance déterminée, tandis que les colonnaires ont une croissance indéterminée, et donc elles poussent tout au long de leur vie. Elles ont toutes des formes pour stocker un maximum d'eau. Oui. Toutes ces formes, extrêmement compactes, peu ramifiées, permettent d'éviter la déshydratation, caractéristique dans ces environnements. D'ailleurs, il n'y a pas de feuilles, hein. Il n'y a pas de feuilles. Oui. Généralement, chez les cactées, une transformation s'opère au niveau des feuilles. Elles se forment en épines. Pourquoi? Pour prévenir la déshydratation. Car la feuille grande, large, typique des arbres feuillus, ne pourrait évidemment pas survivre face à la sécheresse. Alessandro, ces cactées ont tout un point commun, c'est qu'elles ont des formes finalement assez simples, mais qu'en revanche, leur floraison est toujours spectaculaire, avec un gros contraste entre les formes et les fleurs. Oui, leurs fleurs sont incroyablement belles, mais en même temps incroyablement éphémères. Elles ne vivent que le temps d'une nuit. Ceci est dû au risque de déshydratation et donc à la nécessité qu'a la plante de ne pas perdre trop d'eau. Ces fleurs ne vivent donc que le temps d'un battement de cils.
Les styles architecturaux dans le jardin accompagnent les collections végétales venues du monde entier. Thomas Hanbury souligne ainsi le souvenir de ses nombreux voyages au Moyen-Orient et en Asie. Caroline Hanbury partage sa vie entre son Angleterre natale et le jardin de l'arrière-grand-père de son mari. Caroline, quand on rentre dans la villa, on remarque un plafond, une mosaïque qui représente des motifs orientaux et le portrait de Marco Polo. Oui, c'est vraiment beau. Thomas Hanbury avait une grande admiration pour Marco Polo, car ils ont tous les deux découvert des endroits en Chine et ils y ont fait fortune. Ils avaient cette affinité commune. J'aime la façon dont l'artiste qui a réalisé le musée a utilisé le visage de Thomas Hanbury pour représenter Marco Polo, car personne ne savait à quoi il ressemblait. C'était une délicate attention et je suis sûre que Thomas en a été amusé et touché. Caroline, le jardin est criblé de références au long séjour de Thomas Hanbury en Chine. Et de la même manière qu'il intègre en profondeur le tissu social chinois pendant son séjour à Shanghai, il va faire exactement la même chose ici à Vintimille. Oui, il l'a vraiment fait. Lorsqu'il est arrivé ici, la première chose dont il s'est rendu compte, c'était la pauvreté du lieu. Il a rapidement construit 3 écoles, notamment une pour les filles. Il était choqué que les filles n'aient pas d'éducation. Il a également offert une dizaine de fontaines sur la route de Menton jusqu'à Vintimille pour les animaux et les hommes, car la typhoïde était un gros problème. Il a donné à Vintimille le terrain pour le jardin botanique, de l'argent pour agrandir l'hôpital. C'est un philanthrope. C'était un incroyable philanthrope et c'était complètement en accord avec la foi Quaker. On parle toujours de lui comme s'il venait de mourir. Certaines personnes, les personnes âgées du village, disaient qu'elles avaient perdu un père. On a perdu un père et un ami. Il embauchait tout le monde. Il n'a jamais eu de serviteur anglais. Ils étaient tous italiens. Oui, dès son arrivée en Italie, il a pris 2 professeurs italiens. Un pour lui apprendre le dialecte et l'autre pour lui apprendre l'italien. Il s'est vraiment immergé dans la culture et la vie italienne. Il était extraordinaire. Et Caroline, Thomas Hanbury décède en 1907 et c'est sa belle-fille, Dorothy, qui va prendre le relais dans les jardins de Hanbury. Oui, Thomas est mort ici de sa belle mort, entouré de sa famille, paisiblement. Dorothy est arrivée après la Première Guerre mondiale. C'était une très bonne jardinière. Elle mettait des couleurs partout. Elle avait 700 pots remplis de lys. Elle a réaménagé le jardin et c'était vraiment magnifique. Elle a écrit qu'elle voulait qu'on se souvienne de la Mortola comme d'une amie intime et affectueuse, et pas seulement comme une liste de plantes. Heureusement, je pense que cela a été accompli. C'est aujourd'hui encore un jardin romantique et charmant, un jardin de famille. Mais la Seconde Guerre mondiale va ravager le jardin. Des obus sont tirés depuis la mer, certains palmiers en portent encore les cicatrices. Les dégâts sont importants et le jardin est laissé à l'abandon pendant une vingtaine d'années. En 1960, le jardin devient domaine public. Aujourd'hui géré par l'Université de Gênes,
avec la volonté de faire perdurer un lieu utile aux chercheurs et pédagogique pour ses visiteurs. Après avoir dirigé le domaine pendant 8 ans, Mauro en est aujourd'hui le responsable scientifique, très impliqué dans les questions de développement durable. Dans la plaine, il expérimente la gestion d'une prairie méditerranéenne. C'est une prairie, mais il y a aussi des plantes exotiques. La prairie est nécessaire afin de conserver la biodiversité et respecter le cycle naturel des plantes. Elles sont donc traitées ensemble, récoltées ensemble et échangées avec plus de 400 jardins botaniques dans le monde. Chaque plante a ses exigences et doit être placée au bon endroit, de manière à ce que l'on n'intervienne pas trop dans sa croissance. Et alors là, on est dans une prairie qui est un très bel exemple de cette manière de laisser la nature reprendre ses droits. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette prairie? Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette prairie? On retrouve beaucoup de plantes de prairie. L'avoine, les pois de senteur, la soula. Les petits glaïeuls sauvages. Oui. La soula, c'est celle qu'on voit là-bas. La soula, c'est la rouge. C'est une des plantes de prairie les plus intéressantes du centre et du sud de l'Italie et de la Méditerranée occidentale. Elle est très riche en protéines pour les animaux. Et nous sommes également en train d'étudier ses vertus médicinales. Ensuite, vous pouvez voir la férule commune. Qui est magnifique, là, qui est jaune. Oui, c'est une plante ombellifère. L'Italie fait partie des pays qui comptent le plus d'espèces. La flore italienne en compte environ 7000. Rien que dans la région, il y en a 3000, presque la moitié. Nous devons aussi valoriser ça. Ces plantes, dans quelques mois, n'auront plus cet aspect esthétique. Elles sécheront, mais elles produiront des graines. Et ces graines serviront à les faire renaître. C'est comme ça qu'on respecte le cycle naturel des plantes. Surtout dans une époque comme la nôtre, avec le climat qui change, les problèmes environnementaux. C'est très important pour nous. Alors là, on a un très bel exemple de cette gestion. Oui, c'est le palmier washingtonien, sur lequel nous n'intervenons pas. Nous laissons le feuillage qui revêt le tronc. Ça protège le cœur du palmier qui est censé produire et donner vie à de nouvelles feuilles lors de changements de température. Ces feuilles tomberont d'un seul coup, révélant la beauté du tronc élancé vers le haut, comme il l'est naturellement. Les responsables du domaine s'appliquent à reproduire à l'identique les collections botaniques de l'époque de Thomas Hanbury. Dorénavant, l'université de Gênes est en charge du jardin botanique, mais aussi de son entretien. Luigi Minuto en est le directeur actuel. Luigi, comment vous imaginez ce jardin, ces jardins botaniques, dans les prochaines années? Dans les années à venir, on veut rester fidèle aux idées fondamentales de Thomas Hanbury, avec évidemment toutes les contraintes que l'on doit affronter, car nous sommes une institution publique. Est-ce que le projet de Thomas Hanbury pour ces jardins est un poids aujourd'hui ou plutôt un moteur? Pour moi, c'est sans l'ombre d'un doute un moteur. Ça veut dire que dans la manière de cultiver les plantes, dans la façon dont on s'occupe du jardin, nous ne devons jamais oublier la protection de l'environnement naturel. Dans cette zone protégée, il est nécessaire, avec les méthodes et les moyens d'aujourd'hui, de continuer à perpétuer l'idée originelle. Plus encore que les collections de plantes, que la villa, que sa structure.
On a toujours présente à l'esprit la phrase que répétait toujours Thomas Hanbury, « Ne jamais aller contre la nature ».